Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, et tellement contente de vous retrouver pour l'épisode 47 du podcast Je peux pas, j'ai business. Bienvenue, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes au taquet, parce qu'aujourd'hui, on a un invité de luxe, de marque, sur le podcast. Non pas que tous les invités ne soient pas des invités de marque, ils le sont, je mets un point d'honneur à ce que ce soit le cas, mais on va dire que j'ai un peu galéré pour l'avoir sur le podcast. Vous avez sûrement lu le titre, vous le connaissez déjà certainement. Il s'agit de Stan Leloup de Marketing Mania, c'est sûrement votre cas aussi, mais moi c'est une des personnes que je suis depuis le début, qui m'a le plus inspirée, qui m'a le plus appris, et surtout qui m'a inculquer cette valeur de dire que les contenus gratuits doivent être bourrés de valeur ajoutée. Et que c'est pas juste du contenu où on délivre 0,001% de son expertise et que tout le reste est dans du contenu payant, mais de dire qu'on peut donner énormément dans du contenu gratuit sans que cela plombe votre business, sans que cela vous fasse louper des ventes. Et ça, c'est vraiment une leçon avec laquelle je me bats tous les jours, avec mes coachés, avec les gens que je rencontre, etc. Mais non, produire du contenu de qualité, donner beaucoup de valeur dans votre contenu gratuit ne va jamais vous faire perdre de ventes. C'est même le contraire. Si vous donnez tout ce que vous avez dans vos contenus gratuits, vous montrez toute la valeur que vous pouvez avoir et c'est ça qui va déclencher les ventes. Et c'est ça qui va faire que les gens vont venir acheter chez vous et pas chez le copain ou la copine d'à côté. Vous voyez ? Donc, je vais pas trop digresser, mais si Stan Leloup, qui est mon invité du jour, m'a appris un truc, au milieu de plein d'autres trucs évidemment, mais s'il y a un truc que je retiens et que j'ai appris grâce à lui et grâce à ses contenus, c'est bien ça. Et donc c'était un vrai honneur pour moi de parvenir à l'avoir sur le podcast. Je vous cache pas, entre nous, c'est un secret, mais je galère depuis le mois de septembre, j'ai mis 3 mois et demi pour l'avoir sur le podcast. Il était pas dispo, il était sur son livre, puis après il y a eu la promo et tout machin, mais on y est arrivé. Je suis trop contente et surtout je suis super contente d'avoir pu l'avoir pour parler, entre autres, de la promotion de son livre qui vient de sortir. Enfin, voilà, à l'époque, au moment où ce podcast sera mis en ligne, son livre sera sorti. Donc, son livre est sorti le 31 janvier 2020 aux éditions Erol. Ça s'appelle « Votre empire dans un sac à dos ». Et à l'heure où j'enregistre l'introduction de ce podcast, donc c'est-à-dire... on est fin janvier, là. La meuf qui enregistre ces podcasts est allée sur toute l'année, quoi. J'enregistre l'interview en décembre, l'intro en janvier, et puis le podcast sort en février. Super. Donc bref, le livre s'appelle « Votre empire dans un sac à dos » et au moment où j'enregistre l'introduction de ce podcast, il est numéro 1 des ventes alors qu'il est encore en précommande. Je trouve ça juste génial. Donc bravo Stan, et puis je suis trop contente de vous partager cette interview. Alors, avant qu'on commence, comme d'habitude, mais je vais pas être très longue, ma petite dédicace du jour. Et aujourd'hui, je vais pas faire une dédicace suite à un commentaire que j'ai eu, mais je vais faire une dédicace suite à une story Instagram qui a été publiée, qui m'a fait hurler de rire. C'est une story de Delphine du compte Travel Mermaid, donc ça s'écrit TRVL/ Mermaid comme sirène, et qui a posté une story d'elle en train d'écouter le podcast dans son bain moussant, et ça m'a fait tellement rire. J'ai tellement apprécié, donc merci à toi Delphine. Puis tu vois, du coup, je fais une petite entorse à mes dédicaces habituelles pour faire une dédicace à ta story qui, même si elle n'est plus disponible, même si elle est plus visible, vaut la peine d'être mentionnée. Ok les amis, donc je vais pas vous faire mariner plus longtemps et tout de suite je vais vous laisser place à mon interview avec Stan, et je l'ai interrogé surtout sur comment il a fait pour passer d'un petit business en ligne à un empire, comment est-ce qu'il a transformé Marketing Mania, comment il a fait pour scaler, ce qu'on appelle scaler son business, pour atteindre un peu le lifestyle, le style de vie dont on rêve tous aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est super inspirant, il partage avec nous beaucoup de valeurs, beaucoup de leçons, quelques fails aussi qu'il a vécu, donc vraiment trop contente de pouvoir aujourd'hui partager ça avec vous à mon tour. Et puis encore une fois, comme d'habitude, on a bien rigolé pendant l'interview, vous allez voir. Allez, je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure pour la conclusion. Ready ? Prêt.
Ok, salut Stan. Salut Je Ali. suis trop ravie de te recevoir sur le podcast. Comme je te disais tout à l'heure en off, je suis une fangirl, pas de la première heure, assez récente, mais fangirl quand même, donc merci d'être Super, là. merci de ton invitation. Génial. Alors du coup, pour commencer un petit peu de manière standard, je vais te dire ce que je connais de toi et tu vas rajouter tout ce que tu as envie de rajouter, tout ce que tu as envie que les gens sachent sur toi ou doivent savoir sur toi pour comprendre l'entretien qu'on va mener. Donc, tu as quitté ton école de commerce, tu avais 22 ans, c'est ça? Ouais, Voilà, pour t'installer en Asie, tu as lancé un business en ligne, tu as aussi une chaîne YouTube mais qui cartonne, tu es presque à 300 000 abonnés, le truc qui a l'air de TikTok, mais personne pensait que c'était possible d'avoir autant d'abonnés dans un secteur aussi, on peut dire, niché que le marketing en ligne, même si aujourd'hui ça commence à monter. Donc tu es beaucoup connu pour ça, pour le fait que tu parles de psychologie humaine appliquée au marketing de manière extrêmement poussée, extrêmement qualitative. Enfin, l'autre jour, je regardais ta dernière vidéo sur Marketing Mania et tu avais fait une vidéo de 40 minutes et tous les commentaires disaient la même chose, c'est oh, on voit pas passer les 40 minutes, mais qui regarde 40 minutes ouais. sur YouTube? Hallucinant quoi. Et là, récemment, tu as fait un gros chiffre ces dernières années avec Marketing Mania parce que tu as commencé à recruter, tu t'es posé en fait, tu as quitté un peu le nomade lifestyle que tu avais mis en place et tu es en train de monter un empire. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut le dire, on peut aussi parler de pourquoi est-ce que j'utilise le mot empire et qui a été choisi de manière assez particulière. Donc voilà, le mot empire du coup vient du livre que je suis en train de sortir, que j'ai écrit pendant l'année-là. Il s'appelle Votre empire dans un sac à dos. Et en fait, juste pour rebondir, tu vois, sur le côté du mot empire, parce que ça peut avoir l'air un petit peu énorme ou ça peut avoir l'air un petit peu intimidant. Mais j'aime bien cette idée de... Moi, quand j'ai démarré, je voulais vraiment avoir un truc qui pouvait me rendre indépendant. Tu vois, je voulais avoir ce truc qui était peut-être un peu petit. Peut-être que les gens se disaient c'est un peu débile ce que tu fais, mais c'est un truc que je peux totalement contrôler. Il y avait une phrase de Steve Jobs aussi qui était assez marrante là-dessus, c'est je préfère être le capitaine d'une petite barque de pirates plutôt que tu vois, être un amiral sur la Royal Navy et on me dit où je dois aller et ce que je dois faire. Et je trouvais que cette idée, elle était assez cool de se dire tiens, tu vois, ce truc-là, c'est ce que c'est. Tu vois, ça commence peut-être simplement, ça commence peut-être modestement. Peut-être que je vais passer quelques années à bidouiller des trucs avec 3 bouts de ficelle, mais je peux le contrôler, je peux en faire un peu ce que je veux. Et du coup, c'était ça que j'aimais bien dans le côté d'un empire qui tient dans ton sac à dos. C'est pas forcément un truc qui est énorme, t'es pas forcément en train de changer le monde. Je dis pas que tout le monde doit être, tu vois, Steve Jobs ou Elon Musk, et je suis certainement pas Steve Jobs ni Elon Musk, mais c'est Pour le cool de te moment. dire, ouais, ou pour le moment, ou peut-être jamais, tu vois, c'est pas non plus forcément le seul but. Mais par contre, tu vois, j'ai ce truc-là et je peux en faire un peu ce que je veux et je le mène un petit peu là où j'ai envie de le mener. Et c'était vraiment ça mon objectif de départ. Ah mais c'est génial et j'ai trop hâte qu'on parle de ton livre mais je garde le meilleur pour la fin. En fait si je t'ai fait venir sur le podcast c'est parce que tu as réussi à faire un truc que tous les entrepreneurs que je connais cherchent à faire, c'est de passer d'un business en ligne où tu es tout seul à monter un empire et puis du coup on vient de dire pourquoi on parle d'empire et qu'on va parler d'empire tout ce podcast. Alors, pour commencer au commencement, aujourd'hui les business en ligne c'est une mode qui est de plus en plus répandue, il en pousse un peu comme des champignons de partout. Est-ce que tu penses qu'en 2020 ça va toujours être possible de se lancer dans le business en ligne et de générer beaucoup de revenus? Donc quand je dis beaucoup de revenus, à mon échelle, c'est on va dire plus de 10K, 10 000 euros par mois. C'est marrant parce que je me faisais la réflexion le jour qu'en fait, moi, quand j'ai commencé, je me suis lancé sur Internet en 2012. Et quand j'ai commencé en 2012, on avait l'impression que, en gros, c'était saturé, que ça marchait plus, qu'on pouvait plus décoller, etc. Et en fait, si tu regardes aujourd'hui, évidemment, tous les gens qui sont connus, ben moi, je réfléchis surtout en termes de YouTube, mais que ce soit sur YouTube, soit sur le podcast, tu regardes les gens qui sont connus, un peu les grands noms, qui sont un peu les porte-étendards du milieu, forcément, ils ont tous commencé il y a 5 ans, parfois plus. Pourquoi ? Parce que le temps que quelqu'un devienne connu, ça prend quelques années, et le temps qu'il devienne connu, forcément, il a commencé il y a quelques années. Donc, tu as toujours un petit peu ce côté où les personnes qui ont démarré cette année, l'année dernière, il y a 2 ans, et qui commencent à faire des trucs intéressants, tu n'as pas encore forcément entendu parler d'eux, parce qu'ils ne sont pas encore connus, ou ils sont encore sur leur premier business, ou ils sont encore en train de mettre les trucs en place. Et au moment où tu entends parler d'eux, ça fera souvent 5-6 ans qu'ils ont démarré, donc on a toujours un petit peu ce temps de retard. Ce qui a fait que même moi, quand j'ai commencé en 2012, on avait l'impression que c'était saturé. À l'époque, les stratégies qui étaient très à la mode, c'était par exemple les sites de niche. Donc, tu allais faire un petit site de niche, tu allais faire du référencement, tu allais le ranker et tu allais gagner ta vie via AdSense souvent. Donc, en mettant des pubs dessus. Et c'était vraiment une stratégie qui était très populaire. Et les gens disaient, voilà, les sites de niche, c'était là où beaucoup de gens à l'époque qui étaient connus avaient commencé. Mais ça marche. Est-ce que ça marche toujours aussi bien ? Google a changé, etc. Effectivement, les choses ont changé. Et peut-être que tu ne ferais plus aujourd'hui des sites de niche. Mais il s'avère que sur les années suivantes, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu par exemple toute la vague Amazon FBA. Donc vendre des produits sur Amazon. Moi, je connais
je connais un certain nombre de personnes qui sont devenues millionnaires en 3-4 ans sur Amazon FBA, et c'était bien après 2012. Ils ont commencé 2013, 2014, tu vois. Donc l'idée de dire, ok, c'est très bien tout ça. En 2005, on me disait que c'était fini. D'ailleurs, la première fois qu'on nous disait que c'était fini, c'était en 99. En 99, vu l'Internet, ok, c'est fini. Internet, c'était gentil pendant 5 minutes, mais il faut arrêter les conneries, il faut se remettre au boulot. Donc en 99, on dit que c'est fini. En 2005, on dit que c'est fini. En 2012, on dit que c'est fini. Et en gros, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la première fois, tu vois, genre en 2019, 2020, ok, là, c'est vraiment fini, c'est vraiment blindé. Et en fait, quand tu regardes aujourd'hui la croissance que tu as sur l'économie d'Internet, sur le domaine du e-commerce, sur le domaine de la formation en ligne, sur le domaine de tout ce qui est le coaching, etc., ça reste des trucs qui sont en train d'exploser. C'est pas souvent des marchés qui sont extrêmement matures. Donc, sur le domaine, si tu prends par exemple la formation en ligne, les domaines qui sont probablement les plus matures, c'est comment gagner de l'argent sur Internet, le marketing, et aussi le développement personnel, la séduction. Je te garantis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de démarrer à partir de zéro et qui vont être des pointures dans ce domaine d'ici 4 ans. Et c'est des domaines qui sont pour le coup les plus matures. Là, je ne te parle pas de domaines un peu moins matures, qui vont devenir de plus en plus viables. Parce que tu vas faire un produit sur le jardinage il y a 10 ans, comment tu monétises ton blog sur le jardinage, tu vois, c'est compliqué, tu n'as pas énormément d'options. Alors qu'aujourd'hui, entre l'affiliation, entre la vente de formation, entre la vente de membership, il y a plein de petites niches qui sont devenues aussi viables qui étaient pas avant. Donc pour moi, entre les stratégies qui s'élargissent et qui deviennent... Il y a de plus en plus de marchés globaux, il y a de plus en plus de stratégies qui sont intéressantes, il y a de plus en plus de niches qui sont viables parce que les gens se tournent vers Internet pour le plus en plus de leurs besoins. Pour moi, il y a toujours énormément d'opportunités. Après, c'est une illusion aussi que l'argent, il était facile avant, quoi. Je sais que c'était vachement plus facile de démarrer avant, et c'est sûr qu'il y avait des stratégies qui étaient plus faciles, et c'est sûr que c'était plus facile de démarrer des sites de niche en 2007, ou c'était plus facile de faire du Amazon FBA en 2013. Mais est-ce que globalement c'était plus facile ? Je sais pas, tu vois. C'est vraiment un truc où c'est compliqué vraiment d'avoir cette perspective parce que les gens se sont toujours plaints que c'était plus facile avant et que les années étaient derrière toi. Un petit peu comme les gens se plaignent toujours que la nouvelle génération de jeunes qui arrivent, c'est tous des petits chenapans et qui n'apprennent rien et qui ne font rien. Tu vois, depuis l'époque de Platon, tu as des textes de Platon où le mec se plaint que la nouvelle génération ne respecte pas ses aînés. Et donc, je pense que c'est aussi un truc un peu universel où on se dit, bah voilà, tous les gens que je vois qui sont ultra visibles, ils ont réussi à 5 ans, donc est-ce que moi je peux démarrer aujourd'hui ? Et à moins que tu sois vraiment connecté dans le milieu de l'entrepreneuriat sur le terrain et que tu connaisses beaucoup de gens qui démarrent, bah ces gens-là, tu les vois pas. Tu n'entends pas parler des gens qui ont démarré en 2018 et qui commencent à avoir un truc intéressant et tu entendras parler d'eux dans 3 ans, voilà, quand ils seront connus et quand tu te diras, bah non, tiens, j'aurais dû démarrer en 2019 et maintenant il est en 2022 et maintenant c'est vraiment bloqué, tu vois. Ah mais j'adore ta réponse et donc du coup pour tous les gens qui nous écoutent, mais oui punaise, lancez-vous et puis on en reparle dans 4 ans. En fait tout est une question de temps et de se donner le temps de réussir et le temps de percer, ça se fait pas en 6 mois quoi, à part d'être une licorne. Il faut aussi savoir que moi les gens n'ont pas entendu parler de moi pendant des années, tu vois. Et pourtant j'ai explosé relativement rapidement sur YouTube. À partir du moment où je me suis lancé. Mais ce que les gens peuvent facilement oublier, c'est qu'ils disent bah, ok, Stan il est sorti de nulle part et en 6 mois il était un peu partout, 60 000 abonnés sur YouTube. À une époque où 60 000 abonnés sur YouTube dans le marketing, c'était en fait la plus grosse chaîne en l'échelle de 6 mois. Mais le truc, c'est que il faut comprendre qu'avant que tu entendes parler de moi et avant que je parle de marketing, bah, j'avais fait des années de business en ligne où pas grand monde avait entendu parler de moi et où les seules personnes qui avaient entendu parler de moi... T'étais dans la séduction, c'est ça hein. Ouais, les seules personnes qui avaient entendu parler de moi, c'est les gens qui m'ont rencontré à un dîner. Dans les dîners entrepreneurs, de temps en temps, j'étais là, ou dans des conférences, etc. Mais c'est la seule manière de savoir que j'existais. Et sinon, j'existais pas. Et enfin, les gens ne savaient pas que j'existais. Et donc, du coup, tu aurais regardé autour de toi et tu te serais dit, ben voilà, tous les gens qui sont là, ils ont commencé il y a plusieurs années. C'est hyper intéressant et amène à ça. Et du coup, quelles astuces tu pourrais donner à un entrepreneur qui est là où tu étais avant, c'est-à-dire avec un tout petit business qui démarre ? J'aime bien parler en termes de chiffre, donc on va dire qui démarre, qui est à peu près à 1 000 € par mois de chiffre d'affaires et qui souhaite atteindre les 10 000 € de manière régulière. C'est quoi les astuces que tu pourrais lui donner ? Pour moi, la première chose que je vois et que j'ai aussi remarqué dans mon propre parcours, c'est qu'en fait, tu as tendance à aller chercher plein de petites hacks, de petites nouvelles tactiques. Donc, tu es là, tu es à 1 000 €, tu fais OK, ouais, mais j'ai vu tel gars qui fait des webinaires, il faut que je fasse des webinaires. J'ai vu telle personne qui fait du Instagram, il faut que je fasse du Instagram. Telle personne fait la pub Facebook, je fasse de la pub Facebook. Il faut que tu sois présent partout. Et du coup, tu te retrouves à courir un peu dans toutes les directions avec des petites tactiques à droite, à gauche. Il faut que tu comprennes que pour avoir des résultats à une certaine échelle, en fait, généralement, quand tu fais 1 000 €, enfin, quand tu fais 10 000 € par mois, tu as rarement 10 sources de trafic
qui te rapportent chacun 1 000 euros. Selon mon expérience, la manière dont tu vas vraiment pouvoir grossir et avoir un effet d'échelle, c'est de trouver un endroit où tu peux vraiment avoir un effet de levier et avoir un impact qui est significatif là-dessus. Donc pour moi, par exemple, c'était à l'origine le podcast et après ça a beaucoup été YouTube. Mais aujourd'hui, si tu fais un système de 80-20 sur mes sources de trafic et de là où viennent mes prospects, tu verras très clairement qu'il y a une source de trafic qui domine tout le reste. Et tu as rarement des gens qui ont... Voilà, Donc si tu vas chasser toutes ces petites tactiques, ce qui va c'est que tu vas te disperser et tu ne vas jamais rien faire à fond. Donc il y a un sens où tu peux avoir des petites tactiques à droite à gauche, donc tu ne sais pas ce qui va marcher pour toi, mais il faut que tu comprennes que l'objectif de tester ces différentes tactiques, ce n'est pas d'avoir 8 stratégies différentes qui vont en parallèle, juste parce que tu les as entendues sur un podcast ou sur une chaîne YouTube ou sur un blog. Parce que ce n'est pas parce qu'elles fonctionnent pour quelqu'un d'autre qu'elles fonctionnent nécessairement pour toi, donc ça vaut le coup de les tester. Mais ensuite, si tu vois que ça ne fonctionne pas, les laisser de côté et vraiment identifier ce qui va fonctionner et du coup miser tous tes jetons sur une stratégie. Donc si tu es déjà à 1 000 euros, le point qui est intéressant, c'est que tu as déjà au moins des éléments que tu as découverts et qui fonctionnaient. La tentation ici, c'est de te dire, ok, vas-y, maintenant je vais être un ouf. J'ai atteint 1 000 euros en faisant... tu vois, j'ai atteint 1 000 euros en faisant voilà, un peu de contenu, en faisant un peu de networking, etc. Maintenant, je vais engager un freelance pour faire de la pub Facebook. Je vais me lancer dans la pub Facebook et je vais devenir un magnat de la pub Facebook. Je ne dis pas que c'est impossible que ça puisse fonctionner. Pour certaines personnes, ça peut fonctionner et la pub Facebook peut être la ressource. Mais bien plus souvent, quand tu es à ce niveau-là, il faut que tu dises, OK, j'ai déjà des trucs qui se passent, j'ai déjà un cash flow qui est là, j'ai déjà des prospects qui viennent me voir, j'ai déjà un intérêt qui est estimé. Donc, qu'est-ce que je peux identifier dans ce qui marche aujourd'hui et le faire, miser plus dessus pour faire x10 sur ce qui fonctionne déjà, plutôt qu'essayer d'aller miner tout un autre truc. Tu vois. Donc, encore plus simplement, si tu veux passer de 1 000 euros à 10 000 euros, pour généraliser encore plus ma méthode de dire trouve ce qui fonctionne déjà, ne lance pas un autre business, tu vois. Ne lance pas un autre business en te disant je vais lancer un autre business qui va encore faire 1 000 euros et encore un autre. Enfin, tu vois, imagine avoir 10 business qui font 1 000 euros par mois, ça n'a absolument aucun sens. Ingérable. C'est ingérable et c'est un effort monstrueux. C'est beaucoup, beaucoup plus d'effort de monter ces 10 trucs parallèles que d'estimer un truc. Donc moi, tu vois, quand j'étais à... Je peux donner un exemple assez précis, c'est que quand j'étais à 1 000 euros par mois, c'était le business de séduction et j'avais lancé une formation et puis j'arrivais un peu à avoir un peu de trafic, mais voilà, j'étais là. Donc je suis à ce niveau-là, j'ai un peu de trafic via différents articles invités, c'est un peu à droite à gauche et j'ai une formation. Donc il y a 2 manières que j'ai utilisées pour vraiment faire monter ce truc-là d'un cran. Première chose, c'est que j'ai identifié, j'ai une formation qui se vend, il me faut une deuxième formation. Donc j'ai créé une deuxième formation très simplement en répliquant la stratégie qui fonctionnait. Et le deuxième truc, c'est que j'avais beaucoup de trafic sur les articles invités. Enfin, j'avais un peu de trafic sur les articles invités, pas des masses, mais je me suis dit, OK, ce qui fonctionne aujourd'hui pour moi, c'est pas le référencement, c'est pas la pub, c'est pas quoi que ce soit, c'est de faire des articles invités pour les gens. Est-ce qu'il y a différentes manières dont je peux répliquer cette stratégie, soit en faisant plus d'articles invités, soit, et c'est ce que j'ai fini par faire, en faisant de l'affiliation en fait. Et en contactant ces sites-là, en leur disant, j'ai fait des articles invités, les gens les aiment bien, etc. Mais je te propose qu'on mette en avant mon produit sur ton site et que moi, je te file une commission. Donc, j'ai essayé d'itérer sur cette stratégie qui fonctionnait déjà, plutôt que d'aller chercher un tout nouveau truc et plutôt que d'essayer, d'écrire des articles pour le référencement. Et en misant sur cette stratégie qui fonctionnait là, j'ai pu avoir un effet d'échelle. Donc simplement le fait de lancer une deuxième formation là où j'en avais qu'une, ça a doublé de base mon chiffre d'affaires. Et ensuite sur l'affiliation, ça pouvait certaines fois multiplier par 5 sur un mois le nombre de nouveaux prospects que j'avais, tout simplement parce qu'il y avait des sites qui étaient beaucoup plus gros que le mien. Sur Marketing Mania, autre situation, c'était très différent. Et donc, du coup, j'ai misé sur des tactiques qui étaient différentes. Notamment sur Marketing Mania, ce qui fonctionnait bien, c'était mon podcast. Notamment, les gens aimaient bien mon podcast que j'avais fait sur influence et manipulation. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être un moyen où je peux adapter ça différemment. Et c'est aussi ça qui a mené sur ma chaîne YouTube. Tu vois. Parce qu'en gros, le podcast sur la psychologie, ça plaisait aux gens. Je me dis, tiens, il faut que je crée plus de contenu sur la psychologie. C'est un truc qui plaît vraiment aux gens. Quelles sont les différentes manières de le faire ? Et quand tu commences à avoir un peu de revenus qui tombent, c'est bien parce que tu as la base d'analyser quelque chose. Mais tu peux facilement tomber dans un piège où tu méprises un petit peu ce que tu fais, où tu te dis ouais c'est petit, c'est vachement moins bien que ce que j'ai, que ce que je vois autre part. Mais souvent, un truc qui est petit et qui démarre à partir de zéro, ça peut aussi être la graine de quelque chose de plus grand. Et il faut être méfiant de ce nouvel objet brillant qui a l'air super bien vu de l'extérieur, mais une fois que tu vas être sur le terrain, tu vas t'apercevoir que c'est pas si facile que ça. Tu vois. Puis Facebook, ça a l'air super bien quand on entend parler dans des vidéos YouTube où les gens ont scalé de ouf. Quand c'est toi qui dois le faire à partir de zéro et avoir ta rentabilité, tu trouves que c'est en fait beaucoup plus compliqué et ça demande beaucoup plus d'efforts et de connaissances que ça.
Ah mais franchement, je suis trop contente que tu le dises. Merci pour ta réponse. Donc c'est vraiment repérer la stratégie qui fonctionne pour toi et miser dessus en se méfiant de tout ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant autour de toi. Et je sais que c'est un gros problème de beaucoup d'entrepreneurs. Donc on revient à toi, la manière dont toi tu as pu scaler ton business, etc. Quels sont selon toi les 3 secrets ou les 3 éléments principaux qui t'ont permis d'aller aussi rapidement? Et quand je dis aussi rapidement, c'est que, ok, c'est quelques années, mais quand je vois des conférenciers américains qui ont mis peut-être 15 ans à exploser, toi, ça s'est fait beaucoup plus rapidement que ça. Donc je vois, il y a quelques éléments qui, moi, je trouve, sont vraiment uniques dans ma réflexion et dans mon parcours aussi. Le premier, c'est vraiment cet effet boule de neige. C'est cette idée d'identifier un truc et de miser dessus. Donc ça, j'en ai parlé, mais notamment sur YouTube, mais surtout de la création de contenu. Mais grosso modo, toute stratégie marketing que tu vas implémenter va donner au départ des résultats poussifs, mais tu vas continuer à la pousser et les résultats vont devenir de plus en plus faciles et ils peuvent grossir de manière exponentielle, quelle qu'elle soit. Tu vois. Et c'est toujours un petit peu cette courbe-là qu'il faut suivre. Et donc, persévérer sur certaines de ces stratégies et vraiment comprendre en termes d'effet boule de neige, de focaliser tous tes efforts sur relativement peu de stratégies à la fois, va vraiment avoir un impact qui est démesuré. La deuxième chose que moi j'ai beaucoup utilisée, c'est la notion de compétence profonde. C'est l'idée qu'aujourd'hui tu démarres sur un business, ou tu démarres sur un marché ou sur un produit. Qu'est-ce qui fait que tu vas être meilleur que ton concurrent? Qu'est-ce qui fait que tu vas gagner sur ton concurrent et que tu vas être meilleur que les autres? Et je pense qu'il y a vraiment un intérêt ici à te dire, si je veux être meilleur que les autres, il faut que je devienne meilleur que les autres. Donc il faut que je développe ces compétences qui vont m'élever au-dessus de la masse. Et très tôt, quand j'étais dans la séduction, j'ai identifié que le copywriting, c'est-à-dire écrire pour vendre, ça allait être une compétence sur laquelle je pouvais me différencier. Ça allait être une compétence sur laquelle je pouvais être meilleur que mes concurrents, écrire des meilleures pages de vente, des trucs qui sont plus convaincants, des meilleures séquences email, des meilleurs webinaires. Et du coup, j'ai vraiment appris ça et j'ai vraiment pratiqué ça à fond. Ça veut dire que je prenais des pages de vente qui dataient des années 20, et je les recopiais à la main dans l'espoir de m'imprégner, tu vois, de la mentalité du copywriter. J'ai lu tous les livres de copywriting qui existent aux États-Unis depuis les années 20, 80. Il y a beaucoup de trucs qui ont été écrits là-dessus. À une époque, même avant Internet, tu vois, je me suis vraiment plongé à fond là-dedans en me disant assez peu de gens vont faire ce travail-là. Et donc, si je fais ce travail-là et que j'apprends tout ça et qu'en plus, je pratique au quotidien parce que j'ai ce business, il faut toujours que j'écrive des emails, des pages de vente, des vidéos de vente. Donc, j'ai aussi l'occasion d'avoir pas mal de pratiques. Ça va m'apporter un avantage en termes de business qui va me permettre d'avoir des meilleurs taux de conversion, qui vont me permettre de convaincre des affiliés ensuite de travailler avec moi. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'idée que j'avais été chercher ensuite des affiliés. Mm-hmm. Ça va me permettre aussi... Moi, quand je rencontrais à l'époque, tu vois, des gens dans la séduction qui étaient des pontes du domaine, en gros, je discutais avec eux de leur page. Je fais, vas-y, tiens, le webinaire ici, j'ai des nouvelles idées pour toi, tu peux mettre ici un pattern interrupt, ça va faire ça. Et les gars étaient fascinés, alors qu'ils avaient un business qui était littéralement, en termes de chiffre d'affaires, x50 ou x100 par rapport au mien, si tu veux. Mais j'avais un siège à cette table, j'avais une voix, j'avais un truc à apporter parce que j'avais développé ce que j'appelle une compétence profonde, c'est-à-dire une compétence qui est assez rare parce qu'elle est compliquée à développer. C'est pas quelque chose que tu peux apprendre en quelques heures sur YouTube. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer, c'est quelque chose qui demande à être intégré dans ton cerveau de manière profonde. C'est une compétence qui est rentable, donc elle s'applique directement sur un business. C'est aussi une compétence qui est transférable, c'est-à-dire qu'elle s'applique dans différents business. C'est pas une connaissance spécifique d'un marché, mais c'est une compétence plus profonde. Donc à ce niveau-là, les compétences qui peuvent être intéressantes, c'est bien sûr le copywriting, donc l'écriture de pages de vente, mais ça peut aussi être la création de contenu. Par exemple, si tu es extrêmement forte dans ton podcast, d'en faire des interviews et d'en créer ces émissions, c'est un truc qui est transférable. Moi, j'ai transféré le podcast de la séduction via le marketing. La création de vidéos, l'écriture d'articles de blog, mais aussi le référencement. C'est quelque chose qui prend longtemps à apprendre, mais si tu deviens très fort là-dedans, ça peut être transférable. Être capable de coacher les gens, être capable de vendre au téléphone, être capable de faire une stratégie de cold emailing, de générer des prospects sur LinkedIn. Tu vois, c'est toutes des compétences programmées. Tu vois, il y a toutes des compétences qui sont assez longues et difficiles à apprendre. Et c'est tout le principe. C'est que relativement peu de gens vont les avoir. Et elles sont relativement difficiles à déléguer. Donc déléguer le copywriting, c'est pas impossible, mais il faut trouver une bonne personne, il faut avoir un petit peu de budget. Si toi, tu es dans ton business et tu pars de zéro, tu n'auras pas le budget nécessairement d'engager un super bon copywriter, donc si tu sais le faire, c'est un avantage. Et tu ne peux pas avoir tous les avantages que j'ai mentionnés. Moi, il y a plein de trucs que j'ai mentionnés là que je ne sais pas faire, notamment le référencement, j'y connais rien. Mais sur ces quelques avantages que j'ai construit tous mes business autour de ça.
Donc ça, la compétence profonde, c'est vraiment la deuxième notion qui pour moi a fait la différence. Et ensuite, finalement, le troisième point qui intéresse pas mal de gens, c'est ce que j'appelle la méthode des 90 jours. C'est essentiellement un système de planification et de productivité que j'utilise. Donc aujourd'hui, le problème quand tu es entrepreneur et que personne ne te dit quoi faire, que tu es un peu lâché dans la nature en fait. Et tu te retrouves facilement tous les jours à être là devant ton ordinateur et te dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui quoi ? C'est quoi mes tâches du jour ? Qu'est-ce qui est important ? Comment est-ce que je me concentre sur l'essentiel ? Comment est-ce que je reste motivé au quotidien pour travailler ? Comment est-ce que j'équilibre des projets de long terme avec des projets de court terme ? Et pour ça, moi, j'ai découvert une méthode que je n'ai pas inventée, que j'ai découvert à l'origine autre part. Enfin, c'est plutôt une combinaison de différentes choses que j'ai découvert, mais que j'utilise depuis 2014. Et à ce niveau-là, c'est intéressant de dire toutes ces méthodes de productivité que tu découvres, le problème, c'est qu'elles ont tendance à être un peu lourdes, un peu compliquées à mettre en place, donc du coup, tu les abandonnes. Et ce qui a vraiment fait la différence, c'est que moi, depuis 2014, encore une fois, c'était avant que je sois visible sur n'importe quel domaine vraiment public, j'utilise cette même méthode de productivité qui est tous les 90 jours, je me pose, je fais une analyse de ma situation, je fais un plan concret. Chaque semaine, début de semaine, je fais un plan pour la semaine. À la fin de la semaine, j'analyse la semaine qui est passée. Tous les jours, je fais un plan pour la journée. À la fin de la journée, j'analyse la journée qui est passée et de manière fractale. Ce qui veut dire que au départ, tu fais ça, tu commences à faire des petites tâches, tu fais des erreurs dans ton planification, tu fais des erreurs stratégiques, mais ça te force à toujours analyser ce que tu as fait et toujours apprendre de tes erreurs et toujours te calibrer par rapport à la réalité et toujours réfléchir en termes d'opportunités. Et tu réfléchis à ces plans de 90 jours qui sont empilés l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Sur 90 jours, ça ne fait pas une différence qui est monstrueuse par rapport à une personne qui le fait juste en improvisation, mais sur un horizon de plusieurs années, tu commences à voir ces courbes qui sont en train de diverger. Et la personne qui fait son plan de 90 jours et qui est peut-être 10-15% meilleur en termes de productivité, ces 10-15%, ils s'empilent les uns sur les autres. Et sur un horizon de temps, tu vas avoir quelqu'un qui va être extrêmement efficace. Donc, par exemple, tu es consultant en pub Facebook, tu gagnes ta vie correctement en faisant de la pub Facebook. Maintenant, tu as une idée, tu te dis, tiens, ça pourrait être marrant de faire des vidéos YouTube. Question, est-ce que tu vas le faire ? La plupart des gens qui ont cette situation vont traîner des pieds pendant des mois et des mois et des mois parce qu'ils ont déjà un business qui est établi et qu'est-ce qu'ils vont aller faire des vidéos YouTube pour faire 100 vues. La première vidéo, tu vas faire 100 vues. Maintenant, tu es sur un plan de 90 jours, tu réfléchis en termes de, OK, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, où est-ce que je veux aller ? Aujourd'hui, je suis consultant Facebook, je gagne bien ma vie, mais mon objectif de long terme, c'est d'avoir un business qui fait X et qui me permet d'avoir X style de vie. Et aujourd'hui, je considère que le chemin de faire consulting Facebook, ce n'est pas mon chemin qui va continuer à m'amener où j'ai envie d'être. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce trimestre pour avancer vers mon objectif ? Je peux établir différentes hypothèses de ce qui pourrait être intéressant. Par exemple, je pourrais établir l'hypothèse de tiens, je pourrais tester une formation en ligne, je pourrais tester des vidéos, je pourrais tester ça. Maintenant, je vais établir ce qui est faisable, d'équilibrer par rapport à ma charge de travail sur Facebook et ma charge que je peux me dégager, mettons 20% de mon temps pour faire des expérimentations. Je vais faire 3 vidéos YouTube. Je fais 3 vidéos YouTube. Voilà, c'est pas le carton, ça explose pas directement, mais j'ai quelques commentaires qui sont positifs. Les gens me donnent des bons retours. Je me dis tiens, l'expérience a été intéressante. Les gens ont l'air d'apprécier ce que je suis en train de faire. Trimestre suivant, je peux me dire tiens, ça m'intéresserait de pérenniser un petit peu ça. Ce trimestre, je voudrais bien me prendre un jour par semaine et faire une vidéo par semaine. Et d'un coup, je me retrouve à faire une vidéo par semaine et à commencer à avoir des résultats, à commencer à avoir quelques milliers d'abonnés, à commencer à avoir plusieurs centaines de vues par vidéo, etc. 90 jours plus tard, je regarde ma courbe et je me dis waouh, regarde la courbe, au départ, je faisais 100 vues par vidéo, maintenant j'en fais 600 vues par vidéo. 600 vues par vidéo, ça n'a pas changé le monde, mais c'est une croissance de x6 sur le trimestre. Si je pouvais faire ça tous les trimestres, je serais assez bien placé. Donc, je vais rempiler sur 90 jours. Tac, tac, tac. Tu as 90 jours, maintenant, peut-être que je vais passer 2 jours par semaine sur mes vidéos. Et en itération comme ça me permet de gérer l'équilibre entre faire un truc qui fonctionne déjà et qui génère ton revenu et prendre un nouveau risque et transitionner sur quelque chose qui peut être plus gros parce que tu peux facilement rester sur quelque chose qui est stable ou qui grossit. Mais si tu veux vraiment aller chercher ces éléments de croissance qui peuvent être explosifs, eh bien, il faut pouvoir équilibrer les deux. Et on sait très bien que c'est la nature humaine que si aujourd'hui tu as un truc qui te paye et un truc qui est expérimental, qui va te demander de réapprendre des toutes nouvelles compétences et de repartir de zéro, tu vas pas naturellement un matin te réveiller et te dire tiens, aujourd'hui je vais faire des vidéos YouTube si tu n'as pas l'habitude et si c'est vachement difficile. Mais si tu as dit ok, 90 jours j'ai prévu de le faire et cette semaine je pense que j'ai de quoi me dégager un jour pour travailler sur une vidéo et le faire, et comme ça j'aurais coché ma case dans le plan de 90 jours, tu as beaucoup plus de chances de le faire et comme ça tu vas pouvoir itérer. C'est comme ça que tous les étapes difficiles
que ce soit recruter ton premier employé, que ce soit développer un nouveau produit, que ce soit tester une nouvelle source de trafic, que ce soit pour moi écrire un livre, ça se fait aussi par rapport à ça et ça ne viendra pas naturellement. Et il y a le trade-off entre avoir un plan. Tu peux pas avoir non plus un plan quinquennal, tu vois, ultra bien planifié où tu sais exactement, ok, le 14 janvier, je vais faire ci à telle heure, etc. Parce que ça, tu sais très bien que ce plan-là, au bout de 3 jours, tu auras un effet domino, quoi. Au bout de 3 jours, tu vas être en retard sur un plan et tout d'un coup, tout le truc doit être refait. Donc, il te faut une méthode qui est à la fois flexible, mais à la fois qui te force à penser de manière stratégique en termes d'opportunités et en termes d'objectifs. Ok, donc je fais juste une parenthèse pour enfoncer un peu une porte ouverte parce que tu parles de ça. Toi, tu as une de tes méthodes phares, une des formations phares, c'est la fameuse méthode des 90 jours. Pour la petite anecdote, je ne l'ai pas suivie, mais je me rappelle avoir bugué pendant 20 minutes sur ta page de vente en me décidant si oui ou non j'allais l'acheter ou pas. Je ne l'ai pas acheté, mais je la recommande les yeux fermés. J'ai plein de clientes à moi qui l'ont suivie, qui m'en ont dit que du bien. Donc s'il y en a dans l'audience qui sont à la recherche d'une méthode qui permet à la fois, comme tu disais, de faire des expériences sur quand même un assez long moment pour générer des résultats, sans se mettre dans un carcan, comme tu disais, d'un plan quinquennal, je pense que c'est une méthode parfaite. Pour les gens qui s'intéressent, il y a une version gratuite de la formation. Il y a cette vidéo qui explique les grandes lignes en fait, de la méthodologie qui se trouve à marketingmania.fr/productif. Et on mettra le lien dans la description. Ok, comment tu as géré quand tu as scalé ton business, quand tu as développé ton business, la question du risque et la question des doutes que tu as pu affronter? Comment tu es passé au-dessus? Question difficile. Donc moi, j'ai commencé, je pense qu'au niveau du risque, il y a eu différentes phases évidemment, mais la phase initiale pour moi a été assez... j'étais un peu dos au mur en fait. Donc j'étais en école de commerce, dans une situation où en gros, j'avais pris des prêts étudiants assez significatifs pour les payer. Pour payer mon école et j'avais X temps de me dire je suis en école pendant X temps et au bout de X temps il faut que j'aille travailler dans un cabinet d'audit ou de conseil en management grosso modo pour pouvoir payer mes prêts étudiants et faire mon truc et rentrer essentiellement dans ce moule là parce qu'une fois que tu vas pas monter ton business avec tes mensualités de prêts étudiants, ça a limité beaucoup ta flexibilité. D'un autre côté, tes prêts étudiants ne sont dus qu'une fois que tu as quitté l'école. Et en fait, tu as X années je crois que il y avait 2 ans de période de grâce entre la période où tu étais censé être diplômé et la période où tu devais commencer à payer. Donc, j'avais, si tu veux, une deadline assez claire il faut que ça puisse avoir décollé avant telle date ou alors je vais avoir des gros problèmes. Et d'un autre côté, j'avais absolument pas envie de faire ce chemin traditionnel et il y avait des choix à faire qui étaient relativement tôt. C'est-à-dire que beaucoup des stages qui m'auraient permis de rentrer dans ce cabinet de conseil ou dans ce cabinet d'audit, à la place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à Bali et à Chiang Mai et j'ai bossé sur mon business. Donc, il y avait certains choix que j'avais fait assez tôt qui en fait me donnaient pas énormément de choix. Donc, ça veut dire que la manière dont j'ai géré le risque au départ, très clairement, c'est que j'ai fait le choix assez rapidement de bouger en Asie pour vraiment avoir très très peu de coûts dans ma vie quotidienne, limiter mon burn au maximum et pouvoir me consacrer relativement tôt à développer le business et pouvoir avoir cette flexibilité, de me dire j'ai la flexibilité ici sur mes coûts. Après, j'ai conscience que c'est pas quelque chose qui est forcément accessible à tout le monde et après, ça dépend de la situation de vie des gens. Moi, à ce moment-là, c'était l'option qui était ouverte à moi et par ailleurs, j'avais pas énormément de choix. J'avais pas forcément le luxe de me dire je vais le faire plus lentement ou en tout cas, j'avais pas fait les choix assez tôt de me dire tiens, ok, je vais quand même faire les stages, je vais quand même faire le truc pour pouvoir me blinder et me garantir cette place-là dans le cabinet de conseil en management. Et comme j'ai décidé de dire ok, c'est absolument ça que je veux faire et c'est vraiment le business en ligne que je veux faire et comme c'est le business en ligne que je veux faire, ça me sert à rien de faire tous ces stages et ça va au contraire me détourner du droit chemin. Je me suis mis à 100% dedans et j'ai un peu tout misé dessus en me disant que d'une manière ou d'une autre, ça allait fonctionner. J'avais vraiment cette vision qui est proche de ce qu'on a dit au début de l'interview sur l'idée que c'est jamais trop tard. J'avais vraiment cette vision qu'il y avait énormément d'opportunités possibles et que si c'était pas un truc, ça allait en être un autre. Et que tant que je pouvais bidouiller un truc et pouvoir payer mon coût de la vie et continuer à tester des choses à côté, j'allais pouvoir m'en tirer et trouver quelque chose qui allait marcher. Et après, j'ai testé plein de choses et plein de business models et plein d'idées qui n'ont pas tous marché
Après, aujourd'hui, dans l'histoire qu'on raconte, tu vois, sur une interview comme celle-ci, on a tendance à parler surtout des trucs qui ont marché parce que c'est ce qui est aussi marquant. Et c'est ce qui... Attends la prochaine question Ouais. alors. C'est ce qui me reste, mais il y a beaucoup de choses qui ont été testées, mais j'avais cette idée que voilà, si je teste à ces trucs, il y a bien quelque chose qui va pouvoir fonctionner. Après, sur le plutôt moyen terme, je pense que cette idée qu'on a évoquée en lien avec le plan des 90 jours, c'est aussi une idée qui avait été mise en place chez Google pendant un moment, qui était que si tu étais un ingénieur chez Google, tu devais passer 80% de ton temps à faire ton job, mais tu avais aussi 20% de ton temps où tu pouvais tester des projets qui étaient annexes, juste des projets qui t'intéressaient, qui pouvaient être liés à Google, mais qui n'étaient pas forcément des projets qui étaient stratégiques. Et l'idée, c'était qu'en permettant aux gens de passer 20% de leur temps d'expérimentation, ils allaient peut-être avoir des idées qui étaient intéressantes. Et notamment de ce programme-là est né un programme que beaucoup d'entre nous utilisons qui s'appelle Gmail. Donc Gmail était à l'origine une idée random d'un programmeur de Google qui se serait dit tiens, ce serait pas mal si on faisait un truc d'email. Et évidemment, c'est devenu je pense, le plus gros client d'email aujourd'hui au monde. Et à partir du moment où tu vois, tu peux te permettre de ne pas passer 100% de ton temps, tu peux manger, disons, en passant 80% de ton temps en travaillant sur le cœur du truc, tu peux passer 20% de ton temps, ce qui est quand même significatif, à faire des trucs, des expériences, à tester des nouvelles idées, à lancer un podcast sur le marketing comme je l'ai fait, à tester des vidéos YouTube, à tester différentes choses. Et donc, du coup, ça te permet de continuer à expérimenter sans te mettre en danger, mais quand même en le faisant relativement sérieusement. Et j'ai toujours été un petit peu dans ce mode-là, d'essayer d'équilibrer les trucs qui sont prouvés, les trucs qui fonctionnent, avec des expériences qui peuvent être potentiellement le futur de mon business, la prochaine étape, ou ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui, de dédier 20% de ton temps à l'expérimentation? Je le fais encore. Après, ça dépend, tu vois, de comment est-ce que tu réfléchis. Mais je considère aujourd'hui que presque plus que 20% de mon temps est dédié à ça parce que pour moi, le livre, tu vois, fait partie de cette catégorie. Pour moi, le livre, c'est pas quelque chose qui est un succès qui est évident. Tu vois, c'est pas évident aujourd'hui que le livre, ça va être... c'est pas une réplication d'une stratégie existante. C'est un livre avec un éditeur traditionnel, en librairie... je vais faire des interviews dans les médias traditionnels, etc. Tu vois, c'est une stratégie qui est nouvelle. C'est un truc de me dire, potentiellement, le next step pour mon business. Aujourd'hui, j'ai presque 300 000 abonnés sur YouTube. Je peux continuer à faire des vidéos YouTube et je sais qu'elles fonctionneront et je sais que je vais continuer à grossir sur YouTube. Donc ça serait le truc safe. Le truc qui me fait manger, c'est ça. Le livre, ça rapporte pas tant d'argent que ça parce qu'avec tes droits d'auteur, tu touches qu'une petite partie. C'est de la librairie, c'est un milieu qui est différent. Mais potentiellement, le next step pour moi, c'est de dire Stan Leloup, auteur du best-seller Votre Empire dans un sac à dos. Tu vois. C'est peut-être ça. Et donc, moi, je le vois comme un élément assez expérimental qui est de me dire, ok, je place ce truc, je place ce jeton, c'est pas garanti que ça marche, ça peut se planter. Ou, tu vois, parce qu'en fait, si mon livre, il marchote, c'est un gros échec parce que j'aurais passé tellement de temps à l'écrire que j'ai pas passé à développer mon business et ça n'a pas, derrière, ouvert de nouvelles portes, ça a vite fait marcher sur mon audience, mais pas au-delà. Pour que mon livre, il soit vraiment considéré comme un succès pour moi, il faut que ça devienne quelque chose qui va être... Tu vois, par exemple, un des livres, quand on te dit, tiens, c'est quoi les livres à lire en entrepreneuriat ? Ok, tu vas lire Tim Ferriss, tu vas lire tac, et je voudrais, tu vois, être dans ces livres que les gens recommandent. Je voudrais être dans ces livres où quand tu vas dans 3 ans à la librairie rayon entrepreneuriat, c'est un des livres qui est mis en avant. Tu vois. Rien ne garantit que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, j'aurais passé pas mal de temps à l'écrire et puis je serais toujours très content de l'avoir et je pense que les gens qui sont dans mon audience vont adorer ce livre. Mais ça n'aura pas été un truc transformateur pour mon business que j'avais eu comme vision. Tu vois. Donc, je continue à passer du temps et à me demander quelle est la prochaine étape. Évidemment, un autre endroit où moi, j'ai passé pas mal de temps cette année à développer des choses qui ne sont pas aujourd'hui le cœur de mon business, mais qui pourraient être des portes intéressantes, c'est sur mon équipe, où j'ai recruté cette année 3 personnes de plus. Donc ça, c'est vraiment du temps que tu passes aujourd'hui en te disant sur le moyen terme, ça peut vraiment grossir mon business. Et sur tous les aspects de service, donc de coaching, de consulting et d'accompagnement qu'on a développé encore une fois cette année, qui sont pour le moment une petite partie de notre chiffre d'affaires, mais qui ont déjà des résultats qui sont intéressants en termes de, tiens, il y a des clients qui sont des grosses boîtes qui viennent nous voir, qui veulent bosser avec nous. Moi, je ne vais pas leur dire achète une formation en ligne, ça n'a pas de sens. Ces boîtes-là, elles veulent un accompagnement, elles veulent un service. La formation en ligne, ce n'est pas la manière dont eux, ils veulent consommer ce truc-là. Mais d'un autre côté, c'est très intéressant pour nous de pouvoir faire ce type de projet. Mais pour le faire, ça me demande aussi de construire une infrastructure autour, de me dire, faut que j'ai des gens qui puissent s'en occuper, parce que moi, je ne vais pas non plus
voilà, c'est une chose de passer 20% de mon temps à le faire, mais si je dois servir une écurie de clients, c'est le job aujourd'hui de 2 personnes à plein temps. Tu vois. Donc, mais pour moi, il y a quand même une partie de mon temps qui est consacrée cette année à recruter les personnes qui vont s'en occuper, à les aider, à les appuyer sur leurs projets, et puis à mettre en place l'infrastructure qui se trouve autour, qui va peut-être devenir quelque chose, peut-être pas. Tu vois, peut-être que le pôle de coaching, on va jamais réussir à le grossir, et ça restera un truc, voilà, encore une fois, qui plaît aux gens qui le font, enfin aux clients qui sont dedans, mais qui n'est pas transformateur pour le business. Ou alors, ça peut devenir quelque chose qui va être toute une nouvelle branche du business qui nous ouvre une clientèle énorme et qui est quelque chose de totalement différent. Tu vois. Mais il fallait tu vois, mettre ses graines pour pouvoir le trouver, parce que ça ne va jamais être évident en jour 1 que vas-y, il faut qu'on le fasse, et ça va directement être énorme. Surtout si, comme moi, tu as déjà un truc qui est déjà bien en place. Forcément, le truc que tu commences à côté, au départ, ça va être tout petit. C'est naturel. J'adore cette idée de semer des graines de partout, de voir ce qui gère, mais après de tout miser dessus, quoi. Mais effectivement, on peut pas démarrer sur une stratégie en étant sûr que ça cartonne, comme tu viens très bien de l'expliquer avec ton livre. Même si je suis pas objective, mais j'ai aucun doute sur son succès. Ok, j'ai une dernière question avant de parler de ton livre. C'est est-ce que tu peux nous partager 2 erreurs que tu as commises en développant ton business pour en faire ce qui est devenu aujourd'hui ? Donc la première est assez récente. Récemment, on avait cette idée qui était d'ailleurs liée au pole coaching, parce que le pole coaching, comme je te disais, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous. Ça date de cette année. Et du coup, on est toujours en train de chercher quelles sont les nouvelles manières dont on peut proposer un accompagnement, quelles sont les différentes modalités. Donc on a un accompagnement sur 3 mois où on accompagne les gens. On a aussi un accompagnement où on aide les gens à faire leur page de vente. On a différentes modalités de le faire. On réfléchit à un accompagnement en one-shot où les gens peuvent juste le faire. Mais on s'est dit, tiens, il y a peut-être des gens qui ont envie de se former sur un sujet comme le copywriting, par exemple, mais ils n'ont pas forcément envie de faire une formation en ligne. Ils préfèrent le faire en présentiel. Si je prenais Paul, qui est le chef du pôle coaching, qui a l'habitude d'accompagner les gens sur leur page de vente dans son coaching, on va prendre un lieu à Paris, on va avoir 18 places, on va vendre des tickets pour 18 personnes qui veulent faire un week-end en présentiel à Paris pour apprendre le copywriting, pour pratiquer, donc en gros pour avoir les grands concepts et puis ensuite pour écrire leur page de vente. Dit comme ça, l'idée n'est pas absurde. La formation copywriting, c'est une des formations qui se vend le mieux pour moi. Paul avait l'expérience de le faire, etc. Donc on l'a lancé, on s'est dit on va voir ce que ça donne. Dans ma tête, je me suis dit, si ça se trouve, ce truc-là, il va se vendre en 3 heures. Tu vois. Si ça se trouve, on va l'ouvrir à 9 heures et à midi, ça sera vendu. Parce qu'il n'y avait que 18 places et 18 ventes sur une formation copywriting, je l'ai fait en une demi-journée habituellement. Sachant que sur la formation copywriting, il n'y a pas de places qui sont limitées. Donc il y a encore moins de raisons que les gens se motivent aussi rapidement à acheter. Donc voilà, on lance 1 jour, 2 jours, les résultats ne sont pas top, ça ne se vend pas très bien. Et on commence à avoir des retours un peu mitigés des gens. Ça les saoule de se déplacer, le présentiel, ça ne m'intéresse pas. Donc il y a des gens qui se plaignent que c'est à Paris, il y a des gens qui se plaignent que c'est sur un week-end. Et beaucoup de gens se plaignent que ce n'est pas moi qui m'en occupe. Que c'est Paul qui s'en occupe et que s'ils font un truc marketing, ils veulent que ça soit Stan qui présente. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Il y a 2 points de données qui sont ici. Le premier, c'est qu'on a émis l'hypothèse que les gens allaient voir de la valeur dans le présentiel. Et a priori, en tout cas notre audience, ça ne les intéresse pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a appelé au téléphone les gens qui avaient acheté leurs tickets. En présentiel, on a dit, tiens, pourquoi vous avez acheté les tickets ? Et ils ont dit, ouais, parce que la formation en ligne, elle n'est pas ouverte actuellement. Et puis moi, j'ai vraiment des besoins actuellement sur ma page. Et puis j'ai envie d'avoir des retours. Et on leur demande, vous préférez le faire en présentiel ou vous préférez avoir la formation en ligne plus un coaching sur Skype flexible ? Ils font, carrément, je préfère le faire sur Skype et le faire à distance. Donc en gros, tu vois, le truc d'être dans une pièce avec les gens, ça apportait pas suffisamment de valeur pour eux pour contrebalancer les contraintes du présentiel. Donc ça, c'était un premier truc qu'on avait appris. Deuxième point, les autres détails sur ce niveau-là, c'est que voilà, il y avait plein de trucs qu'on n'avait pas pris en compte. Genre, il y avait des grèves ce week-end-là, des grèves de transport, c'était l'enfer pour les gens. Tous les éléments de présentiel, on ne les avait pas pris en compte et ça m'a appris que peut-être qu'on avait fait ça de manière un petit peu... on n'avait pas suffisamment bossé sur les aspects logistiques en fait, pour pouvoir le blinder d'un point de vue logistique. Mais de toute manière, les gens n'avaient pas l'air de penser que le présentiel est suffisamment transcendant pour se déplacer, en tout cas si je n'étais pas présent. Et donc le deuxième point, c'était que tous ces coachings qu'on a fait depuis le début de l'année, tout ce pôle coaching, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est Paul qui s'en occupe. Mais les principales personnes qui vont rejoindre le coaching, c'est souvent les gens qui sont dans mon forum privé Marketing Mania Insiders ou mes coachs
sont très actifs. Ils postent pas mal, ils répondent aux questions des gens, etc. Ce qui veut dire que les gens qui sont dans mon forum Insiders, ils ont l'habitude de voir les coachs, ils savent qui ils sont, ils les ont déjà vus dans certaines de mes vidéos de formation. Ils ont une bonne notion de qui sont les coachs et de l'équipe qui se trouve derrière. Mais j'avais pas calculé que pour le grand public qui me suit, donc pour les gens qui sont dans aucune de mes formations, qui ne sont pas dans mon forum privé, qui me suivent uniquement sur YouTube et sur ma liste email, ils ont quasiment jamais en fait entendu parler de ces gens-là, de ces coachs-là. Et pour eux, Marketing Mania égale Stan Leloup. Et ce qui fait que j'avais pas calculé le fait qu'ils seraient probablement, ils se révélaient être beaucoup plus réfractaires que ça à travailler avec quelqu'un qui n'était pas directement moi. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un produit. On essaie de vendre aux gens un truc qui n'est pas exactement ce qu'eux ils veulent, qui est au final inférieur à notre offre actuelle de formation en ligne plus coaching pour les gens que ça intéresse. Et en plus, il y a une objection majeure qui est que c'est pas moi qui m'en occupe. Donc finalement, on a décidé que cette idée-là, et on a recontacté tous les gens qui avaient pris des tickets, en leur demandant tiens, qu'est-ce que vous préférez ? Vous voulez vraiment le faire en présentiel ? Vous préférez le faire à la formation en ligne plus un coaching ? Vous préférez vous faire rembourser, ou est-ce qu'on en est, tu vois ? Et on a découvert effectivement que ce truc-là, on ferait aussi bien de complètement l'annuler et de transmettre les gens qui l'avaient acheté vers une offre beaucoup plus simple pour eux, sans se déplacer, etc., sur de la formation en ligne plus du coaching. Donc on a pris une limitation, on avait cette idée que ça pouvait être un truc qui allait bien marcher, et en gros l'idée c'était vraiment, ça va bien marcher, on va le faire tous les mois, ça va devenir une nouvelle offre sur le pôle coaching, on peut décliner toutes nos différentes formations en présentiel, on peut faire la méthode des 90 jours, le déclic, tac, tac, tac. On avait plein d'idées derrière de ce qu'on pouvait faire, on l'a testé sur une. Clairement, il n'y avait pas un engouement qu'on avait imaginé. Donc voilà, c'était un échec, mais ça te montre aussi que les hypothèses qu'on avait émises sur ce qu'allait vouloir notre audience n'étaient pas du tout valides. Donc ça, je pense que c'est une première leçon que tu peux avoir, qui est que tant que tu n'as pas demandé aux gens d'acheter quelque chose, les vraies objections ne vont jamais ressortir, mais dès que tu leur demandes de payer pour quelque chose, ils vont assez rapidement te donner toutes les raisons pour lesquelles ils n'ont pas envie de payer. Donc si tu veux une deuxième erreur, j'en ai une deuxième qui enseigne une leçon qui est différente. Je t'ai parlé tout à l'heure de quand j'ai commencé Marketing Mania, je faisais du conseil en pub Facebook. Et la manière dont j'ai commencé dans cette idée, c'est que je voulais vraiment, moi, j'étais du coup déjà dans la séduction, j'avais un business qui tournait, mais je voulais vraiment avoir un truc qui pouvait être plus gros. Je voulais aller sur une plus grosse opportunité. Et j'avais commencé via un pote à faire un petit peu de pub Facebook et avoir des bons résultats avec ça. Donc je me suis dit, un truc qui pourrait être intéressant, c'est de faire une agence ultra focus sur la pub Facebook. Et comme j'avais déjà des bons résultats en pub Facebook et je trouvais ça assez fun de faire de la pub Facebook et j'avais vraiment un bon process que je pouvais enseigner à des gens, je me dis tiens, je peux déléguer la gestion de campagne et je vais pouvoir y arriver, je peux pouvoir monter une agence là-dessus. Donc je commence à avoir quelques personnes qui travaillent avec moi pour déléguer les campagnes et pour prospecter des clients. Je fais beaucoup de prospection sur des clients, j'ai des appels avec les gens, j'arrive à leur vendre le truc et on commence à avoir de plus en plus de clients. Voilà, ça fonctionne bien. Le problème, c'est que je me retrouve quelques mois dans mon business et pour pouvoir gérer les campagnes, j'ai mis des gens dessus, donc je paye des gens pour s'en occuper. Donc, je dois avoir beaucoup plus de clients pour pouvoir occuper tous ces gens-là et puis pour pouvoir faire mon CA et faire ma rentabilité. Donc, je me retrouve toujours à prospecter de nouveaux clients et à choper de nouveaux clients. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où mon job, toute la journée, c'était d'être au téléphone. Être au téléphone, j'appelle des clients pour prospecter, des clients qui ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qu'il faut que j'essaye de convaincre à partir de zéro. Ce que j'arrive à faire, mais voilà, c'est assez fatigant, tu vois, de te faire toujours face à une personne qui est tellement sceptique, qui n'a pas grand-chose à faire de ce que tu lui racontes, il faut que tu lui convainques de te donner une chance. Et tu y arrives, mais c'est pas facile. Et puis après, au téléphone avec des clients qui n'étaient pas les clients les plus sophistiqués au monde, qui étaient des boîtes, souvent des PME, qui avaient entre 15 et 50 employés, qui faisaient quelques millions de chiffres d'affaires. Donc, c'était des business qui étaient déjà bien installés sur le web, mais qui n'avaient souvent aucune notion en pub Facebook. Donc, du coup, c'était bien de les appeler pour faire un peu de relationnel avec eux, pour les rassurer sur ce que tu fais, pour leur montrer tes résultats, pour leur expliquer la rentabilité. Tu ne peux pas juste leur donner un rapport de chiffres et ils allaient être contents. Ils voulaient vraiment te parler, ils avaient vraiment ce business un peu plus old school de dire si j'ai un prestataire et que je le paye, il faut que je lui parle au téléphone pour m'assurer de ce qu'il fait, pour qu'il me raconte un petit peu ce qu'il fait.
Même si, dans ma tête, c'était quelque chose qu'on faisait qui était extrêmement quantifiable, où j'avais une rentabilité, essentiellement, tu vois, j'avais un coût par prospect que je leur avais garanti, et je pouvais leur montrer, voilà, je vous ai garanti 5 € de coût par prospect, je suis à 4,60, au revoir, à bientôt, tu vois. Mais non, c'était beaucoup de relationnel, de maintien, à la fois sur la vente et puis à la fois sur la relation client. Mais le truc, c'est que plus mon business se développait, plus j'avais de temps de vente et de relation client, et moins j'avais de ce qui m'intéressait le plus, c'était la gestion de campagne, qui était la seule partie que je pouvais vraiment sous-traiter. Donc, je faisais face à une équation qui était assez difficile. C'est-à-dire que plus mon business se développait, moins les tâches que je faisais, elles me plaisaient par rapport à moi, à ma personnalité. C'est-à-dire que moi, je préférais largement être sur mon ordinateur toute la journée plutôt que d'enchaîner les appels nécessairement avec des clients. Donc, j'avais ce truc de me dire, est-ce que je suis prêt à en baver pendant 2 ans pour grossir mon business à un point où je peux déléguer l'ensemble de la gestion client à des nouvelles personnes? C'est une vraie question à se poser. Et à ce moment-là, j'ai décidé que je n'étais pas prêt à en baver pendant 2 ans pour arriver au bout, en gros, de cette période de la mort. Parce qu'en fait, tu es là, et je connais pas mal de gens qui ont fait des business qui sont assez similaires en termes de services. Donc, effectivement, tu en baves pendant 2 ans, mais après, tu arrives à déléguer les tâches de vente et de service client à des personnes qui vont être gérant de ça, et toi du coup tu te retrouves en tant qu'entrepreneur dans une position où tu gères le marketing de ta boîte, tu gères les systèmes, les personnes, tu fais du management, mais tu es plus sur le devant de la ligne. Mais pour pouvoir être au point où tu peux recruter des gens qui ont les compétences de faire ces ventes au téléphone, de faire ces relations clients, mais il faut avoir du budget, quoi. Il faut avoir du budget, une échelle de ton business qui te permet de le faire. Tu peux pas le faire en jour 1. Et j'étais pas prêt à traverser ces 2 ans parce que j'avais déjà le business de séduction qui gagnait ma vie, et donc du coup j'étais pas désespéré de le faire. Et d'un autre côté, j'avais cette option qui était de dire je vais juste être consultant, je vais juste faire mes campagnes, avoir mes clients, j'ai pas besoin de passer mes journées au téléphone puisque je fais juste les campagnes pour les clients que je gère, donc j'ai une poignée de clients mais pas plus que ça. Si j'ai un client qui part, il faut que j'en retrouve un autre. Mais je peux trouver assez facilement quelques clients par-ci par-là, tu vois, c'est beaucoup moins industriel, et j'ai simplement beaucoup moins de temps à passer au téléphone. Et comme je suis pas à courir après les clients, je peux aussi choisir des clients qui conviennent mieux avec ma manière de faire, et qui sont plus des gens qui sont beaucoup plus sophistiqués sur le web et qui ont moins besoin que je leur tienne la main et que je leur explique ce que c'est que la pub Facebook, etc. Parce que moi, j'avais des gens, je les appelais, je faisais bonjour, je fais de la pub Facebook, et ils font ah non, on a déjà Martine qui poste des posts sur Facebook. Je fais ah attends non, la pub Facebook c'est différent du post en organique, c'est ça, le retargeting c'est ça, tu vois, j'expliquais vraiment les bases à partir de zéro. Et je voulais travailler avec des clients qui arrivent et qui me disent, tu vois, ils savent déjà ce que c'est que le retargeting, ce que c'est que la pub Facebook, ce que c'est qu'un coût d'acquisition, ce que c'est qu'un coût de conversion, etc. Je pouvais être beaucoup plus sélectif sur mes clients. Inversement, je ne pouvais pas grossir nécessairement aussi vite que ça, ou je ne pouvais pas forcément grossir au-delà d'un certain niveau de clients. Donc c'était un peu un trade-off que j'avais fait, mais c'était l'échec de ma vision de faire une agence. Et donc après, j'ai battu en retraite essentiellement avec moins de clients, moins de volume, moins de personnes qui travaillent avec moi, mais j'ai consolidé sur un truc qui me plaisait plus et qui me permettait d'assurer en fait aussi mes arrières d'un point de vue financier et puis d'avoir un débouché en me disant tiens, je vais tester de nouveaux trucs parce que j'avais toujours cette idée de faire ce gros truc qui allait exploser. Et je savais que le consulting un peu lifestyle, ça allait pas être un truc qui allait exploser, mais ça me donnait une base, ça me donnait un pied d'appui si tu veux dans un marché qui permettait de dire je vais commencer par ça et je vais trouver un autre truc qui a le potentiel de grossir. Donc je pense que là, la leçon qui a attiré de mon erreur, c'est que différents business sont adaptés à différents types de personnalités d'entrepreneurs. Et en fait, moi, ma personnalité, c'est vraiment une personnalité assez introvertie où j'aime bien écrire, j'aime bien réfléchir, j'aime bien passer du temps sur des systèmes à bidouiller à quelque chose, mais passer mes journées au téléphone à faire du relationnel, c'est pas là où je vais être le plus fort. Il y a des gens qui sont l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui l'idée de passer des heures et des heures à optimiser une campagne Facebook, ou l'idée de passer des heures et des heures à écrire une vidéo, ou à faire une formation tout seul dans leur coin, ça les rend fous. Ils ont besoin de plus de stimulation, d'interaction. Ils prennent aussi du plaisir à parler avec ces gens. Et dans ce cas-là, ça serait une erreur pour ce type de personnes de se dire voilà, je vais faire un business, je sais pas, de création de contenu ou d'affiliation qui va être vraiment beaucoup basé sur être dans son coin et faire ce truc sur son ordinateur. Donc là, je pense que j'avais une idée, j'avais une vision qui était venue du fait que j'avais vu des gens qui fait des business similaires que je trouvais super cool, que j'admirais beaucoup, et je pensais pouvoir faire la même chose sur la pub Facebook, ce qui n'était pas en soi une mauvaise idée, c'était juste une mauvaise idée pour moi.
En tout cas, c'était une idée où je n'étais pas prêt à faire le sacrifice pour arriver à la faire marcher. Merci énormément de ta générosité parce que je trouve qu'on apprend toujours beaucoup plus en écoutant les leçons et les erreurs qu'ont commis les autres entrepreneurs qu'en écoutant juste leur victoire parce qu'on voit pas les 10 échecs qu'il y a derrière une victoire. Ok, parlons sérieusement. J'adorerais t'enchaîner à ta chaise et de parler toute la journée de ton business. Mais pour parler sérieusement, on parle depuis le début de ce podcast d'un livre que tu as écrit. Donc c'est un livre qui sort, spoiler, le 31 janvier 2020 aux éditions Erol et qui s'appelle « Votre empire dans un sac à dos ». Décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Waouh! J'aimerais juste que tu me dises, est-ce que tu as toujours rêvé d'écrire ce livre? Est-ce que c'est un projet de gamin, un rêve de gosse? Ou est-ce que c'est un objectif qui t'est venu en cours de route? Moi, j'ai toujours voulu écrire un livre. Wow. C'était une de mes passions quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, ma passion, c'était de... En gros, je lisais beaucoup de romans d'heroic fantasy et je voulais vraiment écrire un roman d'heroic fantasy. D'ailleurs, j'ai démarré plein de romans quand j'étais petit. Le truc, c'est que je me lançais toujours dans des épopées, tu vois. Je me dis, ben voilà, il va y avoir 9 tomes. Qui vont faire chacun 100 pages, tu vois. Enfin, 500 pages. À chaque fois, je voulais écrire Harry Potter, tu vois, le Seigneur des Anneaux. Donc, c'était un peu compliqué parce que j'arrivais pas à aller au bout et j'avais des trucs qui pouvaient faire, tu vois, 60 pages. Parce qu'au final, écrire 60 pages quand t'as 11 ans, c'est pas mal. Mais voilà, j'en suis à l'introduction, tu vois. Le héros est en train de découvrir le monde magique encore. Il y avait quelques histoires que j'avais terminées qui étaient un peu plus modestes, mais ça avait toujours été mon objectif voilà, d'écrire un livre depuis que j'étais gamin. Et puis tu vois, je suis quelqu'un, je lis beaucoup, je passe beaucoup de temps à lire et je passe aussi beaucoup de temps à écouter des podcasts. Donc j'ai fait un podcast, je passe du temps à regarder des vidéos YouTube, j'ai fait des vidéos YouTube, tu vois. Mais le livre, c'était quelque chose je voulais le faire depuis au moins début 2018. C'était un objectif très ferme que je m'étais mis. Et en 2018, j'avais pas réussi à mettre l'effort, tu vois, parce que pour écrire un livre, il faut vraiment te dire, ok, il faut que je mette tout en pause pour le faire. Parce que si tu le fais comme ça à côté, tu vois, c'est compliqué. Et donc en 2018, j'avais vraiment fixé cet objectif qui était un des objectifs principaux de le faire. Et j'avais pas écrit le livre. Par contre, j'avais quand même avancé dessus, j'avais fait un plan, j'avais signé un contrat avec un éditeur, j'avais quand même avancé un petit peu, mais très très loin de la rédaction. Et donc c'est toujours un truc dont j'avais rêvé. J'avais d'ailleurs fait une conférence une fois où vraiment l'ouverture, c'était voilà, quand j'étais petit, je voulais être écrivain, tu vois, et je voulais vraiment écrire ça. Et donc du coup, l'idée de dire, voilà, aujourd'hui, je lis plus trop d'heroic fantasy. Par contre, je lis beaucoup de livres sur le business, sur la psychologie humaine. Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai écrit. C'est quoi ta référence en heroic fantasy, par curiosité, ta saga préférée? Il y avait une saga culte que j'avais au lycée, c'était l'Assassin Royal. J'adore. Ouais. J'adore aussi l'heroic fantasy, c'est pour ça que je te pose la question. Donc l'Assassin Royal, évidemment après tu vois, j'ai grandi sur Harry Potter, mais l'Assassin Royal c'était ma saga culte au lycée. C'était un peu le genre de truc qui moi me faisait rêver, tu vois, tu pouvais créer un monde entier avec toute son histoire, tous ses détails, toutes ses interactions. Il y a plein de petits trucs en fait qui sont juste là en arrière-plan, mais en fait c'est des trucs de ouf. Et après dans une série spin-off, tu vas pouvoir l'explorer entier. Enfin, tu vois, t'as toute une richesse là-dedans. J'étais aussi totalement fasciné par l'univers du Seigneur des Anneaux. Pas seulement par les livres, mais je collectionnais aussi les Warhammer du Seigneur des Anneaux, tu vois, et vraiment tout l'univers, et te dire que tu pouvais avoir une armée, je sais pas, tu pouvais avoir une armée de hobbits, tu vois, tu pouvais avoir une armée de gobelins entièrement. Ils avaient toutes leurs petites... ils avaient des noms, ils avaient des univers. Moi, ça me faisait kiffer, donc c'était vraiment quelque chose qui me plaisait énormément, tu vois. Vraiment l'idée de pouvoir créer cet univers de toutes pièces. Après, on revient peut-être, tu vois, sur l'idée dont je t'avais parlé tout à l'heure, sur le côté de l'Empire, quelque chose que toi, tu peux contrôler et le monter à partir de zéro. Mais ça me faisait vraiment rêver, tu vois, la création d'un monde entier. Et c'était ça. J'étais aussi, tu vois, beaucoup dans tout ce qui était cartes Magic, parce que c'est pareil, tu vois, les cartes Magic, c'est vraiment... Mais c'est un univers, en fait. C'est un écosystème. Il y a tellement de background derrière. Tu vois, t'as un jeu, mais si tu regardes vraiment tous les détails qu'il y a et tout ce que tu peux apprendre, et tu peux lire pendant des heures et des heures sur l'histoire qui vient derrière. Et ça, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ah, c'est génial. Mais t'as construit un peu ça, je trouve, avec Marketing Mania. En fait, t'as construit, c'est parti de toi en personal branding, mais là, c'est en train de grossir, de te dépasser, de devenir un univers et un écosystème en soi, avec ses petites tentacules dans tous les sens, là. Ouais, et puis après, simplement, tu es dans les sujets dont tu parles. Donc, après, c'est du non-fiction, mais tu regardes un petit peu l'univers que j'ai. Il y a des thèmes qui vont revenir. Bien sûr, influence et manipulation de Cialdini. Mais aussi, par exemple, tu vois, si tu regardes ma chaîne,
J'adore analyser des youtubeurs, notamment des youtubeurs un peu plus grand public, pour comprendre quels sont leurs ressorts. Thibaut InShape et compagnie, ouais. Thibaut InShape, mais j'ai fait aussi PewDiePie cette année. J'ai fait une vidéo là, dont tu parlais de 40 minutes qui analysait des youtubeurs un peu moins connus, mais que je trouve qu'ils sont extrêmement affinés au point de vue du storytelling. Tu vois, donc toutes ces notions. Bien sûr, un des grands piliers de mon univers à moi, c'est l'idée que la meilleure manière de trouver des nouvelles stratégies marketing, c'est pas forcément de copier ce que font les gens qui font la même chose que toi, tes concurrents, mais d'aller chercher dans un domaine totalement différent. Moi, je vais chercher dans les films, je cherche dans les séries, je cherche dans des chaînes YouTube qui n'ont rien à voir, qui peuvent être des chaînes YouTube de gaming, qui peuvent être des chaînes YouTube d'analyse de films. Voilà, tu vois, le groupe de rap PNL, j'ai fait une analyse sur eux. Et je pense que c'est là où tu peux trouver de meilleures idées. Donc, petit à petit, tu vois, quand tu es créateur de contenu comme moi, tu construis aussi cette espèce de vision du monde, qui est une vision du même monde dans lequel tout le monde habite. Mais moi, je le vois sur une lanterne totalement différente. Et quoi qu'il se passe dans l'actualité ou n'importe quel buzz, je suis capable de te l'analyser d'un point de vue marketing, d'un point de vue des biais psychologiques. Et tu peux voir le monde avec la lanterne Marketing Mania, où tout est différent. Et potentiellement, tu peux voir un axe différent sur beaucoup de sujets. Et ce que j'aime bien, c'est par exemple quand il y a une controverse un petit peu scandaleuse, prendre la vision totalement extérieure, de refuser totalement de m'indigner et de dire, bah voilà, les tenants et les aboutissants marketing, et voilà pourquoi les choses sont comme ça. Parce que généralement, si les choses sont comme ça, ou si un truc est populaire et tout le monde a l'impression que c'est nul, si ce truc-là est populaire, c'est qu'il y a une bonne raison, tu vois, et qu'on peut le découvrir. Et plutôt que mépriser ce que tu comprends pas, c'est intéressant de te dire, bah voilà, ce truc-là, vraiment, je le comprends pas, mais si les gens l'adorent, il doit bien avoir une raison. Et peut-être que si je l'analyse, je trouverai une raison qui est aussi applicable dans ma propre situation. Donc tu t'es taillé ton petit prisme Marketing Mania et tu te balades sur tous les sujets de société qui fonctionnent, populaires, j'adore. Ouais. Ok, donc je reviens à ton livre parce qu'on est parti dans le truc de geek là. Quel est le message que tu as souhaité transmettre en écrivant ce bouquin ? Donc le message que j'ai souhaité transmettre en écrivant ce bouquin, c'est que le succès dans ton business et sur Internet, c'est rarement une affaire de hack, c'est rarement une affaire de technique. C'est pas toujours la dernière tactique à la mode qui va vraiment te faire décoller, mais c'est l'analyse du besoin de ton marché cible et est-ce que tu peux avoir un point de vue unique sur ce besoin et sur ce marché. Donc par exemple, si tu regardes mon propre parcours, tu peux dire la leçon, c'est de dire bah, voilà, il faut se mettre sur YouTube et comme ça tu vas décoller parce que YouTube c'est super, tu vois. Mais au final, c'est pas vraiment ça la leçon parce que beaucoup de gens sont sur YouTube. Mais si tu comprends de manière plus profonde la psychologie, par exemple, d'une personne qui regarde YouTube, qu'est-ce que cette personne recherche ? D'une personne qui est entrepreneur, qu'est-ce que cette personne recherche ? Quels sont ses besoins profonds ? Qu'est-ce que je peux lui dire qui va le convaincre de s'abonner ou d'acheter quelque chose ? Et parfois, c'est pas aussi simple que ça. Tu vois, le besoin des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat web, c'est pas juste de gagner de l'argent et c'est pas juste en leur disant bah voilà comment est-ce que je gagne X milliers d'euros par mois sur Internet. C'est pas la seule manière de communiquer. Et la manière dont moi je communique va plus me différencier, va me permettre de faire quelque chose de plus subtil. Et donc la leçon centrale du livre, c'est que c'est avant tout une affaire de psychologie humaine, que les tactiques vont aller et venir et vont changer, mais ce qui va vraiment rester et qui va donner une pérennité, c'est de réfléchir en termes de psychologie humaine et d'apprendre comment est-ce que tu peux communiquer par le copywriting ou d'autres méthodes, ou la création de contenu, etc., en accord avec cette psychologie humaine. J'ai tellement hâte de le lire. Ton équipe m'a envoyé les 2 premiers chapitres, je les ai dévorés sur l'instant, donc vivement le 31 janvier. Avant de se quitter, parce que je suis en train d'abuser grave de ton temps et j'ai 0 problème avec ça, donc tu fais un peu... Te moque pas. Tu fais un peu office, excuse-moi, hein, mais de rôle modèle et de leader dans l'industrie du business en ligne. Quel est le dernier conseil que tu aimerais donner à tous les entrepreneurs qui nous écoutent actuellement, à part d'acheter ton livre ? Alors, je pense qu'une grosse erreur que j'ai beaucoup fait en démarrant, et de moins en moins au fil du temps, je pense, c'est de se comparer aux autres. Quand j'ai démarré, je me comparais énormément à différentes personnes. J'avais de gros complexes d'infériorité par rapport aux chiffres, par rapport à combien de temps ça a pris à telle personne de faire X personne fait tant, et moi je fais tant, et ci et ça, le nombre d'abonnés, machin. Quand j'ai vraiment démarré ma chaîne YouTube, je crois qu'il y avait, je vérifiais tous les jours mon nombre d'abonnés et aussi le nombre d'abonnés d'un certain nombre d'autres personnes, et je regardais si j'étais en train de gagner du terrain ou de perdre du terrain. Tu vois, je vérifiais tous les jours, genre Antoine BM, Olivier Roland, des gens qui étaient au-dessus de moi, en me disant est-ce que je suis en train de réduire le gap avec eux. Et le truc, c'est que tout ce temps passé à te comparer aux autres et à regarder ce que les gens font et à te complexer, c'est pas du temps que tu passes vraiment à réfléchir de manière stratégique à ce que tu es en train de faire, à ce que tu peux apporter comme valeur à ton client. Et tout cet effort que tu passes à regarder ton nombril,
c'est pas de l'effort que tu passes à regarder le nombril de ton client et à réfléchir comment est-ce que tu peux te développer. Et au final, tout ce qui m'a permis de passer au-dessus, c'est vraiment quand j'ai vraiment créé des vidéos que les gens avaient envie de regarder, c'est quand j'ai vraiment trouvé mon propre angle, mon propre point de vue sur YouTube. Et donc tout cet élément où tu vas te comparer aux autres, c'est assez nocif, surtout si tu es quelqu'un de compétitif, parce que ça détourne ton attention de ce qui compte vraiment. Et puis ça va faire aussi cet effet où tu ne seras jamais satisfait, parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui est plus gros que toi. Et si tu t'en rends pas compte aujourd'hui, tu t'en rendras compte plus tard. C'est-à-dire que plus tu grossis, plus tu as accès aussi à des gens qui sont... Moi, j'ai accès aussi à des gens qui sont 10 fois plus que moi. Et quand j'aurai fait x10 et je serai à leur niveau, j'aurai accès à quelqu'un qui sera 10 fois plus que moi. Tu vois, et tu peux toujours monter comme ça. Et en fait, il y a des trucs hallucinants. Genre, il y a des gens qui sont des musiciens qui ont vendu des dizaines de millions d'albums et qui se disent « Ah ouais, mais il y a tel gars que je connaissais qui a démarré en même temps que moi et qui en a vendu 5 fois plus que moi. » Ouais, ok, mais d'un autre côté, tu vois, si tu te compares toujours, il y aura toujours quelqu'un, il y a quasiment personne qui peut se dire personne n'a mieux réussi que moi. Je pense que même si tu es milliardaire, tu dis ouais, mais en même temps, tu vois, je suis pas Elon Musk, quoi. J'ai pas sauvé l'humanité. Donc, il faut comprendre que c'est toujours un jeu qui est perdant, que ça va détruire ta patience et ta persévérance. Ça va te donner le sens que le monde est injuste envers toi parce que les autres ont l'air de vachement mieux réussir. Mais d'un autre côté, les gens te présentent toujours une version édulcorée de leur succès qui a l'air beaucoup plus facile. Donc, tu vois, tu sais jamais vraiment. Même pour les gens que tu connais bien et qui ont effectivement mieux réussi. Moi, j'ai des gens que je connais qui sont un peu plus jeunes que moi et qui ont fait des trucs absolument incroyables. Mais d'un autre côté, voilà, qu'est-ce que tu peux en faire? Tu vois, chacun a un petit peu son karma et toute cette énergie-là, elle te sert pas à grand-chose de te comparer aux autres. Et moi, c'est une grosse erreur que j'ai faite et je pense que c'est très facile de la faire au départ. C'est très facile de sentir un petit peu cette amertume ou cette jalousie ou ce que tu veux. Et voilà, si ça peut te motiver à bosser, c'est bien, mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui ne pourra jamais être satisfait. Franchement, merci. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile. On fait dire ce qu'on veut à n'importe qui, à n'importe quoi. Donc, il faut se méfier, il faut savoir se détacher de ça. Et c'est hyper, hyper important. Stan, merci énormément pour ton temps, pour ta générosité, pour tout ce que tu nous as partagé. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Aline de m'avoir invité, c'était cool. C'est trop cool. À bientôt, j'espère. Yes, à bientôt. Et voilà les amis pour ce super entretien, cette interview absolument géniale. J'espère que vous avez autant apprécié que moi et que vous avez pu en retirer autant de valeur. Je trouve que Stan nous a vraiment délivré des pépites, des conseils. Certains conseils, vous savez, ça paraît du bon sens, mais en même temps c'est vrai. En même temps, c'est vrai, ça marche, ça fonctionne et c'est ça la clé. Donc, il faut pas non plus faire chier midi à 14h. Il faut juste, comme je dis toujours, passer à l'action, appliquer, tester et puis c'est parti, quoi. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, merci de votre confiance. Je suis trop contente de vous avoir chaque semaine sur ce podcast. Oh, et d'ailleurs, vous voulez une petite anecdote? Je sais pas si je dois raconter ça, mais si je vous raconte parce que c'est trop drôle. C'est pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. Petite anecdote, à la fin de cet enregistrement, j'ai raccroché à la gueule de Stan, le pauvre. En fait, on était sur Zoom enregistré et on se disait au revoir et au moment où on s'est dit au revoir, moi j'ai commencé à cliquer sur le bouton qui s'appelle quitter la réunion, mais généralement ce bouton-là ouvre une autre fenêtre où on confirme le choix et là il n'y a pas de fenêtre qui s'est ouverte et ça a quitté direct et il était en train de me parler le pauvre. Donc voilà, j'ai bien merdouillé sur ce coup-là. C'était la petite anecdote liée à ça, mais voilà. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire, une appréciation et à vous abonner déjà pour être sûr de ne louper aucun épisode, pour recevoir une notification à chaque fois qu'un épisode sort, mais surtout pour m'aider à faire connaître le podcast. C'est vraiment ça, ce sont vos notes, vos commentaires, vos abonnements qui boostent le podcast et qui me permettent de pouvoir produire de meilleurs épisodes et d'avoir des invités de meilleure qualité comme Stan aujourd'hui sur ce podcast. Les amis, je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, nuit, matinée, où que vous soyez, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très vite et dans un prochain épisode. Bye bye!